Merci à tous, en tout cas, d'être venus si nombreux donc, pour cette conférence intitulée « L'approche bayésienne peut-elle enrichir la pensée critique ?» Visiblement, le sujet intéresse, puisqu'il y a du monde, et tant mieux. Étonnamment, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais visiblement, en tout cas, ça intéresse. Alors, je vous présente nos deux intervenants du jour. Vous les connaissez peut-être. Tout d'abord, Christophe Michel, qui est venu avec son fan club. Bon, je vous le présente quand même pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Vidéaste, vous avez votre propre chaîne YouTube, mais vous êtes aussi membre de l'Observatoire zététique, et vous intervenez également dans des écoles pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et puis Nicolas Martin. Ouais. Ah, quand même. Qui lui est docteur en mathématiques, enseignant en zététique, membre du Cortex et cofondateur du Rasoir Doc. C'est bien ça, regardez, c'est écrit dessus, on ne peut pas se tromper. Alors, peut-être pour commencer, pour mettre tout le monde au même niveau et pour planter le décor, si j'ose dire, peut-être qu'on peut faire un point sur cette fameuse approche bayésienne. De quoi parle-t-on quand on parle de l'approche bayésienne? Je vais y arriver. Alors, on va voir si vous avez la même définition. Je vais commencer par vous, Christophe. D'accord, c'est moi qui commence. C'est vous, oui, okay. C'est comme ça. À l'applaudimètre, c'est vous. Alors, on y va. Alors, c'est une question fichtrement difficile, parce que c'est un sujet de niche, très pointu. Il y a quelques chercheurs en France qui cherchent sur ces sujets-là. Ça fait vraiment c'est un sujet tellement spécifique que j'avais aucune idée que ça puisse un jour intéresser autant de monde qui viennent écouter parler de ce sujet-là, quoi. En plus, moi, je vais être honnête avec vous. Quand on m'a dit tu vas animer une conférence sur l'approche bayésienne, mais qui a déjà entendu parler de ce sujet-là? Je me suis sentie mal. J'ai fait quelques recherches, ça va beaucoup mieux, mais je suis sûre que vous allez m'apprendre beaucoup de choses. En plus, il y a comme une sorte de background mathématique derrière, car on sent qu'il y a une sorte d'équation et que c'est surtout des matheux qui réfléchissent à cette équation. Du coup, ça donne pas envie au grand public de s'y intéresser. Si ça vous dérange pas, je vais essayer de vous présenter ce que moi j'entends par un mode de pensée bayésien qui s'inspire vaguement des travaux de recherche en mathématiques, mais très vaguement. Et après, on demandera à notre docteur en mathématiques. Et qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et comme ça, Nicolas, lui, il aura une approche un peu plus... voilà, parce que lui, il est peut-être venu par là depuis les mathématiques, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai dû esquiver ces mathématiques-là pendant longtemps avant de voir un peu m'y coller après coup, quoi. Et plutôt que de vous expliquer de façon un peu académique ce que c'est que la pensée bayésienne, il n'y a pas de tableau noir. Je vous ai trouvé un exemple pédagogique pour essayer de vous montrer que c'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, tous les jours, et que ça me sert, moi, à gérer mes croyances. Parce que pendant longtemps, je classais les trucs auxquels je crois et les trucs auxquels je ne crois pas dans des cases. Ça, j'y crois, ça, j'y crois pas. Et j'essayais de me demander dans quelle case est-ce que je vais poser cette nouvelle information. Est-ce que j'ai des raisons d'y croire ou de ne pas y croire? Et cette approche bayésienne propose d'introduire des niveaux de gris entre les croyances. On n'est pas obligé de se prononcer ça, c'est vrai. Ou ça, c'est faux de façon catégorique, mais qu'on peut très bien essayer de trouver à quel point je trouve ça vrai, à quel point j'adhère à cette idée, ou je trouve ça plus ou moins plausible. Par exemple, l'autre jour, j'étais sur un chantier et ma femme me dit « Christophe, t'as bien pensé à prendre la boîte de vis ?» Parce que tu sais, on a deux boîtes différentes, tout à fait identiques. Il y en a une qui contient des vis, une qui contient des clous. Alors, il y en a une, elle contient principalement des vis, mais il y a quelques clous dedans. Et l'autre, elle contient principalement des clous, et juste quelques vis dedans. T'as bien pris la bonne boîte? Je lui réponds, je suis presque certain. Presque certain, mais qu'est-ce que tu me dis là, presque certain? Ça veut dire quoi, presque certain? T'es certain à combien? Est-ce que, je sais pas moi, sur une échelle de 0 à 100, de 0, t'es sûr d'avoir pris la boîte de clous. À 100%, t'es sûr d'avoir pris la boîte de vis. Tu dirais que t'es à combien? Mais chérie, on peut pas faire ça comme ça sur des échelles de 0 à 100. Moi, par exemple, je te connais, à mon avis, t'as pris une boîte au hasard. Je dirais qu'il y a une chance sur deux que t'as pris la bonne boîte. Hein. Je dirais 50-50. Non, toi, t'es sûr à combien? Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Mettre un chiffre sur une croyance? Alors moi, je place toujours la boîte de vis à droite de l'armoire. J'ai pris la boîte qui était à droite de l'armoire. Du coup, je suis quasi sûr, disons. Je suis presque sûr de moi, pour, je sais pas, disons,
à 90% sûr d'avoir pris la bonne boîte. Voilà. Et est-ce qu'il est toujours possible d'assigner un chiffre à un niveau de croyance entre j'y crois pas du tout et j'y crois carrément à fond, 100% sûr? Je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas toujours possible d'assigner des chiffres à nos croyances. Et là, aujourd'hui, je vais défendre une affirmation assez osée. Je vais vous défendre l'idée que c'est souvent possible. Voilà. Ce qui est déjà assez osé, hein, parce que c'est pas évident. Hein, voilà. Je pense que c'est souvent possible parce que il y a des moyens d'essayer d'évaluer mon niveau de croyance avec des petits systèmes de paris, qu'on appelle des paris bayésiens, justement. Ma femme me disait, Christophe, est-ce que tu es prêt à parier que tu as pris la bonne boîte de vis? Genre, par exemple, on ne fait pas de l'argent chez nous, on fait des tours de vaisselle. Si jamais tu as raison, on rajoute mon nom sur la liste des tâches, les tours de vaisselle pour la semaine prochaine. Si jamais tu as tort, on rajoute ton nom et tu fais un tour de vaisselle de plus. Est-ce que tu es prêt à parier? Je suis assez sûr de moi, je pense que j'ai pris la bonne. Je pense que j'ai pris la bonne boîte. Je dis ouais, je suis prêt à parier. Voilà. Donc ça veut dire que je suis quand même assez sûr. Christophe, si jamais, est-ce que tu es prêt à parier à 2 contre 1? C'est-à-dire que si jamais tu as raison, on marque mon nom sur la liste de vaisselle. Si jamais tu as tort, on marque 2 fois ton nom et tu fais 2 fois la vaisselle. Non, mais je te jure, je la pose toujours à droite de l'armoire, cette boîte. Je suis sûr de moi. Non, si, je prends le pari. Donc ça, c'est encore un pari que je prends. Voilà. Ok, et à 10 contre 1, est-ce que tu es prêt à parier à 10 contre 1? C'est-à-dire que tu fais 10 tours de vaisselle, si jamais tu as tort. 10 tours de vaisselle, ça va être chaud, là. Voilà. Alors, honnêtement, je suis vraiment sûr de moi. Je pense vraiment que j'ai pris la bonne boîte. Ouais, allez, je prends le pari à 10 contre 1. Voilà. Et de proche en proche, comme ça, on peut arriver jusqu'à un seuil. Et à 20 contre 1, 20 contre 1, ça veut dire faire la vaisselle tous les jours pendant 3 semaines. Hein, d'accord? Et oui, est-ce que je suis sûr de moi au point de faire la vaisselle pendant 3 semaines d'affilée? Je pense que là, j'ai mon point d'inflexion. Ouais, 10 contre 1, déjà, c'était limite. 20 contre 1, je prends plus le pari. Et bien ça veut dire que ma croyance était à 90%. 10 contre 1. Et donc, en faisant ces genres de paris-là, on peut essayer d'évaluer jusqu'à quel point on est prêt à parier. Et sur plein de trucs de la vie quotidienne, hein, ça peut être des croyances scientifiques, des croyances religieuses, des croyances sur le paranormal, des croyances de la vie quotidienne, sur est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne boîte de vis. Je pense que ça s'applique à beaucoup de trucs qu'on appellerait croyances, et que donc il est possible de, au moins sur une échelle de niveau de grille, même si c'est pas chiffré, mettre un curseur de croyance entre j'y crois pas du tout, certain que ça n'existe pas, à j'y crois à fond carrément, je suis certain que ça existe, quoi. C'est ça, le système de pensée bayésien? Alors, pas vraiment. Le système de pensée bayésien, il entre en marche quand on est devant une nouvelle preuve, un nouvel élément, un article que je viens de lire, un truc que j'ai entendu à la radio, qui est un élément qui serait susceptible de faire changer la position de mon curseur. Par exemple, je ne peux pas ouvrir les boîtes pour voir si c'est la boîte de vis ou la boîte de clous, parce que c'est des distributeurs, il faut appuyer sur un bouton, ça te distribue une vis. Mais j'appuie sur le bouton de la boîte que j'ai emmenée et ça me sort une vis. Donc ça, c'est un nouvel élément qui est susceptible de modifier mon niveau de croyance. Je pense que j'ai pris la bonne boîte. J'ai appuyé, c'est sorti une vis. Voilà, bon, je sais qu'il y a quand même quelques clous dans la boîte, mais et puis qu'il y a quelques vis dans la boîte de clous surtout. Mais quand même, ça atteste le fait que j'ai pris. Donc je devrais monter mon curseur de croyance. Je pense que maintenant c'est plus que 90. Bon, de combien? 91, 92, 98, 99,9999. Jusqu'où est-ce que je dois le monter? Alors là, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur la question en fonction de la proportion de vis et de clous dans chacune des boîtes. Est-ce que il y a moyen de savoir de combien est-ce que je dois monter mon curseur de croyance? Il y a même un théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Cox-James, qui dit qu'en faisant quelques présuppositions, quelques postulats de base assez humbles, sur il faudrait que notre système de mise à jour de croyance il puisse être cohérent, qui ait une réponse unique, quelques trucs qu'on attend vraiment d'un système de mise à jour de croyance, alors il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est celle-là, une petite équation, alors, très simple, hein, c'est une multiplication, une division, et aucune autre. Il n'y a qu'un seul moyen de changer
notre système, qui puisse rendre un tout cohérent, qui marche et qui reste fonctionnel à long terme si jamais il y a d'autres éléments qui s'accumulent. Voilà. Et cette petite formule, il se trouve que elle s'appelle la formule de Bayes parce que il y a des siècles, il y a quelqu'un qui s'appelait Thomas Bayes qui l'a écrite sur un bout de cahier. Il l'avait même pas publié, hein, parce que lui, il faisait des paris justement, il s'intéressait aux jeux et aux paris, il faisait des sortes de poker. C'était pas vraiment du poker, mais c'était des trucs de bluff. Et donc, il avait cherché à savoir comment mettre à jour les croyances que l'adversaire a une double paire d'as ou quelque chose comme ça. Et on a retrouvé cette équation plus tard, et il se trouve qu'elle a des applications autres. Ça a été utilisé dans plein d'autres domaines de la science. Et en particulier, un que je trouve pertinent, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a une sorte de boom dans l'intelligence artificielle que j'aurais jamais imaginé possible il y a seulement 5 ans, hein, où il y a vraiment un progrès technologique incroyable, et les mises à jour des intentions et des actions de cette intelligence artificielle dans le code, elle est mise à jour avec cette formule de Bayes-là. C'est pas un hasard à mon avis. Voilà. Et c'est justement un truc basé sur l'intelligence et les croyances. Donc il y a un lien assez fort entre cette formule et le concept de prise de décision, de croyance. Ça n'est pas des statistiques. Ça se base forcément un peu sur des statistiques, parce qu'une fois que j'ai appuyé 14 fois sur le bouton et que ça m'a sorti 13 vis et un clou, il va falloir que je calcule des statistiques pour savoir quelles étaient les chances d'avoir 13 vis et un clou, sachant qu'il y a 1% de clous dans la boîte de vis. Donc oui, ça met forcément en marche tout un système de statistiques, et les mathématiciens s'emparent du domaine, mais ça reste dans leur petit domaine de champ d'expertise, dans des publications scientifiques que personne ne lit, quoi. Et moi, Attention, on a un docteur en mathématiques. Je vais essayer de prétendre aujourd'hui que la forme de cette équation peut quand même nous éclairer sur comment est-ce qu'il faudrait que l'on mette à jour nos croyances si l'on est face à un événement extraordinaire ou à une information étonnante que l'on a lue dans la presse, dans les médias ou dans le bouche à oreille, ou qu'un voisin nous a raconté. Alors, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres. Vous avez fait la vaisselle pendant combien de temps ? Pardon, j'étais obligée. Mais la réponse m'intéresse. Non, nos histoires de couple, je préfère pas les étaler dans le grand public. Allez, on passe à autre chose. On va faire réagir Nicolas Martin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Il a été extrêmement pédagogique, mais vous vous retrouvez, vous qui êtes docteur en mathématiques, dans cette définition ? Oui, alors... on m'entend ? Oui, très bien. Ouais, c'était vachement bien résumé. J'avais l'impression d'assister à une conférence, puis je me suis rendu compte que j'étais dedans aussi. Donc oui, en fait, ouais, c'est extrêmement bien expliqué. Alors moi, j'explique peut-être de manière plus concise et sans la narration qu'il a fait. C'est du coup, pour moi, l'approche bayésienne, elle se découpe en 3 étapes, en gros. La première, c'est de dire, on abandonne cette idée de vrai et de faux, et on va vers des nuances de gris, quoi, quelque part, entre 0 et 100. Alors d'ailleurs, on peut poser la question, est-ce qu'il y a des trucs qui vont à 0%, est-ce qu'il y a des trucs qui vont à 100%, ou est-ce qu'on les exclut complètement ? Ça, c'est des questions philosophiques assez intéressantes. Et en fait, on peut, voilà, toute l'histoire de la philosophie, depuis les sceptiques, sont emparés de cette question pour dire que voilà, atteindre un vrai absolu ou un faux absolu, c'est jamais possible. Et du coup, voilà, ça c'est la première étape, c'est ok, on abandonne le vrai et le faux, on se met entre les deux et on fixe un curseur, comme on dit, sur la véracité, la vraisemblance, la crédence, bon, il y a plein de termes, d'une affirmation. Deuxième étape, c'est à chaque fois, et tu l'as très bien raconté, à chaque fois que j'ai une nouvelle information, il faut que je mette à jour ce curseur. Okay. En fait, on dit parfois que le bayésianisme, c'est une danse. Et en fait, l'idée, c'est, voilà, dès que j'ai une nouvelle information, je valse un petit peu sur ce curseur-là. Vis, clou. Vis. Et donc, on fait un pas en arrière, 3 pas en avant, un pas en arrière, 3 pas en avant. Et il faut accepter de devoir revenir un peu sur une position, parce que c'est au global que tout va tendre vers la solution. Ça, de déplacer son curseur. Il faut accepter de déplacer son curseur, en fait. Oui, voilà, exactement. Et ouais, c'est ça. On va voir, c'est assez. Ça a plein d'avantages de faire ça. Ça a plein d'avantages. Ça donne des bonnes habitudes de réflexion, des habitudes métacognitives, et aussi, même pour dialoguer avec des gens, c'est assez pratique comme outil et comme cadre, le cadre bayésien. Et du coup, donc, je vous ai dit les 2 premières étapes. On abandonne le vrai et le faux, on se met sur une nuance de gris. La deuxième, on met à jour à chaque nouvelle information. Et la troisième, qui est la plus critique, c'est que comment on fait pour mettre à jour ? Il faut regarder la formule de Bayes. La fameuse formule de Bayes. Alors ça, on peut dire que c'est le boss final du bayésianisme, de s'attaquer à la formule de Bayes. Il n'y a pas forcément besoin. Si on fait déjà les 2 premières étapes, c'est déjà très intéressant.
Et en fait, en réalité, il n'y a jamais aucun mathématicien, il me semble, qui, à chaque fois qu'il a une nouvelle information, sort un papier, un stylo, et compte de combien il doit augmenter sa probabilité. Mais même sans l'appliquer vraiment directement à la formule de Bayes, en fait, elle nous dit quelque chose, cette formule de Bayes. Et si on regarde, on en reparlera peut-être après, si on regarde comment elle est construite, les éléments qui interagissent en fait dans la formule de Bayes, ça nous dit en fait comment on devrait faire, quels éléments il faut prendre en compte, quelle information il faut prendre en compte pour mettre à jour mon curseur. Alors il n'y a pas besoin de l'appliquer vraiment strictement, mais comprendre ce que dit l'équation, c'est assez important et c'est pas forcément intuitif. C'est pas la manière dont on met à jour naturellement nos croyances, c'est pas la bonne manière, au moins dans le cas de bayésien. Voilà, donc en gros j'ai un peu résumé ce que tu as raconté, donc ces 3 étapes du bayésianisme. Concrètement, puisque c'est le thème aussi de notre table ronde, l'approche bayésienne peut-elle enrichir la pensée critique? Que peut apporter cette approche bayésienne à la pensée critique? Je n'ai pas utilisé le terme d'enrichir la pensée critique. Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter de manière générale, avant de voir si ça peut l'enrichir? Ah ouais, moi j'ai un exemple. Ouais, allez. Allez alors Christophe, on vous écoute. Par exemple, je me suis toujours prétendu sceptique. J'ai toujours défendu avoir un esprit critique. Mais je pense que pendant ma jeunesse, j'avais l'impression que face à une preuve, si possible une preuve scientifique, tout le monde devra baisser la tête et se plier au résultat pour se forger la même opinion. Je place la même preuve scientifique ici. Si on était tous rationnels, on devrait tous arriver à la même conclusion et avoir le même niveau de crédence. Ceux qui me disent qu'ils n'ont toujours pas le même niveau de crédence que moi, c'est qu'ils ne raisonnent pas correctement. Ils ont une sorte de biais dans le cerveau qui fait qu'ils analysent mal le niveau de la preuve. Je pense que je me trompais, parce que la forme de cette formule de Bayes, là, elle est très simple. Elle dit juste comment prendre ta croyance a priori et comment la modifier. Genre, face à cette preuve, c'est une preuve de niveau 7, il faut que tout le monde ajoute 7 à leur niveau de croyance. Mais on n'a pas tous le même a priori. Il y en a certains qui ont été élevés dans un milieu social, religieux, culturel ou dans un pays étranger, ou qui ont lu tel ou tel livre et qui ont un a priori sur le sujet très très bas, ils sont à 1 millionième de croyance. Voilà. Moi, j'ai vécu dans un autre milieu, dans une autre famille, j'ai lu d'autres livres dans une autre religion. Et il se trouve que sur ce sujet-là, mon a priori à moi était déjà très très fort, j'étais déjà à 83%. Donc si jamais on ajoute chacun le même chiffre à notre croyance, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrive tous au même résultat. Il y en a un qui passera de 1 sur 1 million à 1 sur 1 million plus 7, il n'aura quasiment pas changé d'avis. Il y croit toujours pas. Il y croyait à 1 millionième, maintenant il y croit à 1 pouillème de plus de son 1 millionième. Alors que moi, qui y croyais déjà beaucoup, je multiplie ma croyance et j'y crois encore un petit peu plus que ce que j'y croyais déjà. Mais au final, on n'est toujours pas d'accord sur la conclusion finale. Donc ça veut dire que face à la même preuve, même si on est tous tout à fait rationnels, et même si on raisonnait tous de façon tout à fait bayésienne, réfléchie et calculée, au final, il ne faut pas s'attendre à ce que l'on ait tous la même opinion sur le sujet. Et ça m'a rendu beaucoup plus humble. Maintenant, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors qu'il y a la preuve ici, là, sur la table, le rapport du GIEC, ou quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas tous le même a priori de départ. Et je crois que la communauté sceptique, les vulgarisateurs en particulier, et moi compris, au début de l'explosion de la vulgarisation scientifique et sceptique sur Internet, là, 2014-2015, on a un petit peu oublié de parler de cette importance de l'a priori. On n'a pas tous le même background et ça compte pour beaucoup, parce que ça compte beaucoup dans la formule de Bayes. Elle a un grand poids, cet a priori-là, dans la formule. Donc c'est normal qu'elle ait aussi un grand poids dans le résultat, ma croyance finale, même après la vision de cet élément. Voilà. Donc je crois que cette formule de Bayes m'a rendu plus humble. Nicolas ? Oui, c'est un des points et, que je trouve très important, de prendre plus en compte le passé en fait, des gens et même la
leur vécu. Mais je trouve qu'il y a d'autres points encore où le bayésianisme, le cadre bayésien peut profiter à l'esprit critique. Et en fait, moi, je suis venu à m'intéresser à ces questions-là. Je pense que c'était il y a quelques années maintenant, peut-être en 2018-2019. Je m'intéressais d'une part à la zététique, un peu à cause de ce monsieur ici, et d'autre part au bayésianisme, aussi un peu à cause de ce monsieur ici. Mais voilà, aussi avec mon background mathématique et les études que je faisais, ça m'avait donné un peu des billes pour m'intéresser aux deux. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un peu des différences, des points de tension en fait entre zététique et bayésianisme. Et puis, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que c'est deux approches que j'aime beaucoup et j'aimerais que ça s'accorde bien. Et puis j'avais l'impression que c'était pas le cas. Alors, on peut donner un exemple assez concret, c'est sur la question de la suspension du jugement. Alors, vous avez peut-être déjà tous entendu parler. En zététique, on dit parfois, en scepticisme, que tant qu'on n'a pas suffisamment d'informations, il faut suspendre son jugement. Okay, on ne donne pas son avis tant qu'on n'est pas assez renseigné. Ce qui paraît être quelque chose de plutôt une bonne idée, quoi. Et au contraire, en fait, dans le bayésianisme, on dit que on a toujours un a priori, en fait. Quoi que ce soit, sur n'importe quelle affirmation, vous avez un a priori. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un point de tension sur ça. Et moi, je me suis dit, mais merde, ça me fait chier et tout. Et j'ai envie de comprendre pourquoi. Et j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on peut creuser et voir c'est quoi les questionnements. Et du coup, j'en suis arrivé en fait à vraiment essayer de faire des liens entre les deux. Et puis, bon, voilà, ça a été un peu mon travail à un moment donné où j'ai écrit un article sur ça, qui s'appelait très pompeusement vers une approche bayésienne de la zététique. C'était très bien pour l'ego, mais bon, je ne sais pas si ça parlait à beaucoup de gens. Et du coup, qui réfléchissait à ça, il réfléchissait comment on pouvait faire concorder ces deux approches. Et en fait, ça marche plutôt bien. Alors, sur la question de la suspension du jugement, on peut y revenir rapidement, mais en gros, ce que dit le bayésianisme, parce que je n'ai peut-être pas compris au début, c'est qu'en fait, on a tous un jugement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'exprimer. C'est ça le point qui est important. En fait, on a tous un jugement a priori, et c'est bien de s'en rendre compte, c'est bien d'assumer, de reconnaître que nos actions, nos manières de voir le monde, elles sont influencées par certains jugements qu'on a a priori. Et en fait, cette idée de suspension de jugement, comme si on pouvait vraiment s'abstraindre en fait de nos conceptions a priori, bah, elle est discutable. Alors on pourrait dire du coup que dans le bayésianisme, on reconnaît ce jugement, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'exprimer. Et en fait, là, ça permet un peu de réconcilier les deux approches bayésiennes et zététiques. Donc ça, c'est un point, mais il y en a d'autres après, parce qu'il y a plein d'outils qu'on propose dans la zététique. Le rasoir d'Occam, la maxime de Hume, par exemple, que vous connaissez peut-être. Par exemple, la maxime de Hume a dit à prétention extraordinaire, preuve extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vient et me dit qu'il a croisé un chien ce matin en arrivant au REC, la prétention n'est pas très extraordinaire, j'ai pas besoin de preuves extraordinaires pour y croire. S'il me dit qu'il a vu un zèbre en arrivant ce matin, c'est déjà un peu plus rare, quoi. C'est possible, il peut y avoir un cirque ou quoi. Et là, la preuve que je vais demander va être un peu plus forte. Alors, si vous me montrez une photo, par exemple, je vais y croire, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous me dites que vous avez vu une licorne ce matin, là, ça commence à être un peu trop extraordinaire pour moi. Et là, la preuve que je vais demander, elle doit être proportionnelle à cette prétention-là, à l'extraordinarité de la prétention. Et du coup, même si vous me montrez une photo, là, ça ne me suffira pas. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise souvent en zététique, alors ça s'appelle la maxime de Hume ou le standard de Sagan. Enfin, il a plusieurs noms parce qu'il a été retrouvé à plusieurs moments de l'histoire. Et en fait, dans un cadre bayésien, ça se comprend hyper bien ce truc-là. En fait, si vous me dites, en fait, si ma croyance doit être que c'est probable que vous avez eu un chien, ou que c'est probable que vous avez vu une zèbre, ou que c'est probable que vous avez vu une licorne, en fait, il faut que la preuve que vous m'apportiez me fasse passer du niveau de croyance a priori à un niveau, à ma croyance à la fin. Et du coup, si ma croyance doit être « ok, c'est probable », vu que je pars pas du même endroit, pour un chien, je pars déjà de « ok, je suis à 60%. » Donc pour passer à 90%, le gap que je dois franchir, donc c'est la preuve dont j'ai besoin pour franchir ces 30%, c'est pas énorme, quoi. Alors que si vous me dites que vous avez vu une licorne, je pars de 1 milliard de milliardième de croyance a priori, et pour que ça passe à 90, c'est-à-dire que pour que je reconnaisse que c'est assez probable, en fait, la preuve que vous allez devoir me donner, elle doit en fait faire tout ce voyage-là, et là, du coup, ça veut dire que la preuve, elle est assez énorme.
Et du coup, en fait, ça veut dire, ça se comprend assez bien. À partir de la formule de Bayes, on retrouve ça. Et en fait, ça veut dire que la maxime de Hume, le standard de Sagan, en fait, il s'explique très très bien et on peut le justifier parce qu'en fait, ça pourrait être, quand on dit la maxime de Hume ou le standard de Sagan, c'est des outils qu'on vous propose comme ça sans qu'ils soient justifiés. Et ça peut être un peu pas très satisfaisant, quoi. Et en fait, si on parle de la maxime de Hume, du bayésianisme, de la formule de Bayes, on retrouve très bien, et même on peut en dire un petit peu plus, parce qu'avec la formule, on voit vraiment qu'est-ce que ça veut dire extraordinarité, qu'est-ce que ça veut dire une preuve. Et du coup, je pense que c'est ça aussi que le bayésianisme permet en fait de justifier des principes de la zététique qui, a priori, pourraient sortir de nulle part, quoi, qu'on pose comme ça. Et ça permet aussi un tout petit peu de les enrichir parce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Ou comme je disais pour le rasoir d'Occam, quand on parle des hypothèses parcimonieuses dans le rasoir d'Occam, qu'est-ce que ça veut dire? La formule de Bayes permet d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par là. Ce qui fait la preuve, c'est le rapport de vraisemblance, on peut dire ça comme ça. Il faut comparer les différentes hypothèses. C'est ça que je comprends. Ça, c'est par exemple, ça c'est un autre apport de la formule à la pensée critique, c'est que dans la formule apparaissent la vraisemblance du résultat qu'on vient de voir dans chacune des hypothèses possibles. Parce que donc il faut les mettre en compétition, ces hypothèses. Il faut mettre les hypothèses en compétition. Et c'est un truc qu'on oublie souvent. Par exemple, un complotiste se contentera souvent de pointer le défaut de la version officielle. Ici, dans la version officielle, il y a ce point-là, il est invraisemblable. Mais est-ce que ça veut dire que la version officielle, je dois la rejeter ou moins y croire? Parce que si j'ai qu'une seule vraisemblance, je ne peux pas faire grand-chose avec ma formule. Il faudrait que je sache s'il y a une version alternative à la version officielle. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, c'était pas un attentat de terroriste, mais c'était un inside jobs, par exemple, ou c'était les extraterrestres qui sont venus. Donc j'ai chacun un niveau de croyance pour chacune des hypothèses possibles. Le complot l'attentat terroriste, l'inside job, les aliens. Et il faut que je compare la vraisemblance de ce résultat dans chacune des autres hypothèses. Parce que si je mets dans les autres hypothèses, c'est encore plus invraisemblable, par exemple. Ça veut dire que cet élément, il est invraisemblable dans chacune des hypothèses, mais dans l'hypothèse de la version officielle, par exemple, c'est ce qui est le moins invraisemblable de tous. Ça veut dire que c'est un élément en faveur de la version officielle. Parce que les autres sont encore plus invraisemblables. Donc quelque chose d'invraisemblable pris tout seul et pas comparé aux autres hypothèses, je ne peux pas en faire grand-chose. Voilà. Et en science, c'est exactement ce qu'on fait tout le temps dans les publications scientifiques. Le scientifique, il se dit, moi j'ai fait une expérience là avec MERA, mes OGM ou je sais pas quoi, et je vais faire une hypothèse, qu'on appelle souvent l'hypothèse nulle. C'est l'hypothèse que les OGM n'ont pas d'influence sur les cancers de MERA, par exemple. Une seule hypothèse. Je vais faire une expérience et je vais regarder si les résultats ils sont vraisemblables ou pas. Je fais des expériences, je trouve un résultat complètement invraisemblable. Dans le groupe OGM, par exemple, il y a beaucoup plus de gens, de rats qui ont des tumeurs. Eh bien, en science, comment on fait? On se dit, eh bien, le résultat que j'obtiens est invraisemblable dans l'hypothèse nulle, donc je rejette l'hypothèse nulle. Sans jamais envisager d'autres hypothèses. Et ce système de rejet d'hypothèses nulles, c'est quelque chose qui commence à me faire frissonner les poils dans le dos à chaque fois que je l'entends. Dès qu'on me dit la p-value est inférieure à tel seuil et donc l'étude est significative et je peux rejeter l'hypothèse, ça m'agace. Le concept de rejet d'hypothèse est contre le bayésianisme. Le bayésien, il ajuste un peu chacun des curseurs. Je vais rajouter un peu plus de crédit à cette hypothèse-là, au détriment de celle-là, puisque la somme doit faire 100. Si jamais je monte ma crédence sur une hypothèse, c'est que je dois la descendre quelque part pour faire de la place. Et raisonner qu'avec une seule hypothèse, et avec une seule vraisemblance, pas vraiment arriver à raisonner correctement. Voilà. Et ça remet en cause vraiment notre façon de faire les publications scientifiques de façon assez profonde. Et tout le monde s'en rend bien compte. Et je remarque que l'intégralité des gens dont le métier professionnel est d'être chercheur en statistique disent tous « Arrêtez avec ces histoires de p-value et de rejet d'hypothèses ». Et l'intégralité des chercheurs qui sont dans un autre domaine que les statistiques l'utilisent tout le temps au quotidien.
Et ça depuis des décennies. Voilà. Et les choses commencent à changer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent à vraiment réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer, un peu changer le système. Mais voilà, cette approche-là, elle a l'air un peu innocente, un peu comme ça. C'est peut-être le jeu des vulgarisateurs sceptiques qui aiment bien réfléchir à cette équation. Mais en fait, au fond, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui va changer. Il y a une philosophie derrière la forme de cette équation. C'est une vraie philosophie qui va changer dans le futur notre façon de faire les publications scientifiques. Je le prédis aujourd'hui. Notez-le pour plus tard. J'y crois à... Non, mais je ne vais pas parler. On parie des tours de vaisselle ou... En tout cas, l'une des leçons que cette formule de Bayes peut apporter à la pensée critique, c'est bien donc qu'il faut mettre en compétition les différentes hypothèses. C'est ce que je retiens parmi celles que vous avez expliquées. Alors, j'aimerais quand même que le public puisse vous interroger, vous interpeller, que vous puissiez échanger avec lui. Donc, avant de lui donner la parole, peut-être une dernière question, parce que ça a l'air très beau, très joli, tout rose, tout ce que vous me racontez, mais j'imagine qu'il doit aussi y avoir des ratés avec cette méthode. Surtout quand il y a beaucoup d'informations ou de très petites probabilités. Non ? Alors, ouais, peut-être que je peux commencer sur... alors, si on évoque quelques limites, en fait, peut-être du cadre bayésien, voilà. C'est ça l'idée. Moi, j'en ai au moins deux qui me viennent à l'esprit. Ouais, on va dire ça. En fait, c'est qu'à la base, moi, j'imaginais, quand j'ai commencé à faire le bayésisme, c'est ce qu'on entend d'ailleurs souvent, c'est qu'en fait, on peut assigner une probabilité à n'importe quelle affirmation. Et en fait, ça, au bout d'un moment, on m'a fait la remarque, en fait, c'est pas toujours vrai. Et par exemple, si je vous dis l'intérieur des licornes est rose, quelle probabilité on peut donner à ça? En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, dans ma question, je fais des hypothèses déjà. Des hypothèses que, genre, les licornes existent. Et du coup, en fait, il existe des affirmations, des propositions qu'on peut faire sur lesquelles on ne peut pas, en fait, mettre d'affirmation. Et en fait, après, on peut se demander quelles affirmations, du coup, peuvent être probabilisées, quelles ne le sont pas. Et en fait, c'est peut-être compliqué de faire vraiment une distinction parce que dans n'importe quelle affirmation qu'on fait, dans n'importe quelle énonciation qu'on peut avoir sur le monde, ben, quelque part, il y a forcément des hypothèses sous-jacentes. Au moins dans le langage, dans qu'est-ce qu'on entend par tel mot, etc. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Alors ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels il faudrait peut-être réfléchir plus, il y a peut-être qui l'ont fait davantage. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de distinction nette entre certaines affirmations qu'on peut, sur lesquelles on peut assigner des probabilités et celles sur lesquelles on ne peut pas. En fait, je pense que pour toutes, en fait, ben, il faut reconnaître qu'il y a des hypothèses sous-jacentes dans la manière dont on formule nos questions. Voilà. Et du coup, ça peut poser des problèmes si on n'en a pas conscience, je pense. Donc ça, c'est une des premières limites. Oui. J'en avais une deuxième en tête qui m'a échappé. Alors, je ne sais pas si tu veux proposer quelque chose. Est-ce que vous envoyez, vous, Christophe, des limites à cette approche bayésienne? Oui, bien sûr, plein. Bon, alors, on va peut-être pas toutes les faire. Allez, quelques-unes, peut-être. Une grosse. Alors, une grosse, allez. Une limite qui serait, par exemple, un risque, ce serait le risque de considérer que si cette méthode est la bonne méthode de mise à jour de nos croyances, alors les résultats que donne cette mode de pensée ou cette équation sont les bons. Or, ce n'est pas du tout le cas. On peut tout à fait arriver à des conclusions complètement nulles et daubées en utilisant tout à fait correctement la formule de Bayes. La formule de Bayes, c'est comme une machine à saucisson qui fabriquerait, qui fonctionnerait le mieux possible. C'est la machine à saucisson parfaite, la machine à saucisson haut de gamme, la meilleure du marché. Si en entrée de la machine à saucisson, je mets du caca, j'aurai des saucissons de merde. En fait, c'est la qualité des données entrantes qui va faire la qualité de mes conclusions. Même si j'avais un cerveau bayésien parfait, avec une puissance de calcul infinie, et une mémoire infinie pour me souvenir de tous les éléments passés, comme une sorte d'ordinateur surpuissant, eh bien, je pourrais tout à fait arriver à des conclusions tout à fait merdiques si les données sur lesquelles je me base sont nuls. Et c'est exactement le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pas la qualité de la mécanique de l'intelligence artificielle, du réseau de neurones qui fait. C'est pas du tout ça le problème. Nos réseaux de neurones, ils sont vraiment parfaits, on est au top. Au niveau technologique, je pense qu'on est nickel. Mais les conclusions qu'ils vont tirer à partir d'un jeu de données, elles sont directement dépendantes de la
qualité des données. Si je lui donne des données biaisées, des données qui ne correspondent pas vraiment au réel parce qu'elles ont été un peu filtrées à mon insu avant de le donner à la machine, ces conclusions, elles seront toutes aussi biaisées avec exactement le même niveau de biais. Voilà. Donc il n'y a pas que la qualité des raisonnements auxquels il faut réfléchir, mais aussi essayer de mesurer la qualité des données sur lesquelles on se base. C'est pour ça que les deux piliers de mon projet, c'est la qualité des raisonnements. Alors j'avais commencé sur les arguments fallacieux. Je finis par transformer ça au fur et à mesure des années dans un langage un peu plus bayésien. Donc comment raisonner de façon plus bayésienne. Ça c'est la partie raisonnement, la mécanique de la machine à saucisson. Ouais. Mais j'ai aussi un gros pilier éducation aux médias. C'est-à-dire moi qui regarde de l'actualité, la télévision, qui essaie d'avoir une idée sur comment marche le monde en me basant sur ce que je lis, ce que j'écris et ce que j'expérimente moi-même. Il faut que je fasse attention à vérifier la qualité des données qui rentrent, la qualité des chaînes de télévision que je regarde, la confiance que j'accorde à tel ou tel journaliste et que je regarde d'où ils tiennent eux-mêmes leurs données, parce que des données toutes nulles me donneront des conclusions toutes nulles, même si je raisonnais parfaitement. Ouais, je suis d'accord. Probablement. Et non, ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais, moi, j'imaginais l'exemple que je donne des fois, c'est imaginons un ordinateur ou un robot extrêmement performant, extrêmement bayésien. Si on lui dit que les bananes sont bleues, en fait, il aura toutes les bonnes raisons de croire que les bananes sont bleues. En fait, il va y assigner une probabilité très, très forte. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre ce mécanisme, quoi, cette machine qui est très bien huilée, on va dire, et les croquettes qu'on met dedans, quoi, des fois je dis. Et du coup, je pense que le bayésianisme, il éclaire un petit peu ce truc-là, et de se dire que l'esprit critique en soi, c'est, on va dire, à un niveau personnel, individuel, comment on fait pour mieux raisonner. Mais en fait, il ne faut pas être aveugle aussi au fait qu'on baigne en fait dans un champ d'information, donc médiatique, mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi social, les publicités qui nous entourent, les politiques qui parlent, etc. Et en fait, il ne faut pas juste se contenter de dire qu'il faut avoir à titre individuel une machine très bien huilée. Il faut aussi questionner en fait et remettre en cause un peu la qualité des informations qui nous entourent. Alors, personnellement, j'ai plein d'autres questions. Mais l'objectif, c'est que vous en posiez. Il y a déjà des mains qui se lèvent et ça ne m'étonne pas. C'était évidemment passionnant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Mais on va aller dans le public maintenant. Allez-y, on vous écoute. Merci, bonjour. Pour revenir sur la machine à saucisson, vous dites qu'il faut avoir de bonnes informations en fait, pour nourrir la machine bayésienne. En fait, il y aurait besoin d'esprit critique pour trier les informations qui rentrent, pour faire marcher la machine à esprit critique. Donc, comment en fait faire rentrer de bonnes informations? Voilà. Visiblement, cette question est approuvée au fond. C'est un véritable cauchemar dont je n'ai absolument pas de réponse, bien sûr. Moi, je pense que faire attention à peaufiner la qualité de mes raisonnements, c'est le petit problème, en fait. C'est pas tellement... Dans mes erreurs que je fais des erreurs de jugement tout le temps. Je me trompe sur des trucs, je crois à des âneries. Ça m'arrive tout le temps. La source de mes erreurs, je pense que c'est dans une petite proportion des raisonnements que je fais mal, mais dans une grosse proportion, ça vient du fait que j'avais des mauvaises données au départ. Voilà. Et du coup, comment améliorer la qualité de mes données? Alors ça, c'est vraiment très compliqué. Et ça, c'est le gros problème. Je ne dis pas qu'il est complètement insoluble. Moi, j'ai plein d'idées pour essayer d'améliorer mon exposition aux informations. Pas seulement médiatique, juste l'information en général. Et trouver des trucs et astuces, des hygiènes de vie pour essayer d'être dans des conditions qui maximisent l'entrée de données de qualité et la mise à l'écart de données d'OB. Mais ça veut dire vérifier mon système de vie, mes relations, mon utilisation des réseaux sociaux. Et donc ça passe par une économie de l'attention, par une relation à l'actualité, surtout l'actualité en direct. Et ça, c'est vraiment un autre domaine. Et c'est vraiment quelque chose de très différent de cette histoire de biais cognitif, de bayésianisme. C'est vraiment un autre champ d'application. Il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent au sujet. Et je pense que les deux sont vraiment, j'allais dire aussi importants que l'un que l'autre. Non, j'ai dit c'est même plus important de vérifier la qualité de nos données plutôt que de se prendre la tête sur la qualité de nos raisonnements. Je pense que ça, c'est le petit problème, en fait. D'autres questions? Oui, il y en a plein. Hop, il est là, donc je vous le donne après. Bonjour. Je voudrais savoir, on parle beaucoup, là, vous avez parlé de l'expérience avec le bayésianisme, et je me demande, c'est quoi la
la part de la subjectivité donc dans le bayésianisme, mais est-ce que ça peut s'opposer, poser problème avec l'objectivisme en sciences, qu'on essaie d'être objectif? Et est-ce que ça peut s'opposer, ça peut poser problème? Alors, ouais, comme il a dit au début, en fait, donc c'est une machine individuelle, le bayésianisme, et en fait c'est nécessairement subjectif. Parce qu'on a tous nos a priori, on a tous un vécu différent, et en fait si on regarde la formule de Bayes, en fait les informations qui rentrent et qui vont influencer ma croyance a posteriori, elle est différente pour tout le monde. Et du coup, c'est un peu frustrant. Il y a des gens qui disent ah merde, on aimerait bien un truc objectif, quoi. Alors, il y en a qui ont essayé de faire du bayésianisme objectif, je crois que ça n'a pas très bien marché. Mais en fait, ce qu'on peut dire aussi, donc là, c'est le bayésianisme quand on l'applique à une échelle individuelle, mais si on se met tous ensemble, quoi, si on fait de la science dans un cadre bayésien, bah, en fait, les informations qu'on va tous mettre ensemble, c'est les informations collectives, c'est nos données scientifiques, les livres qu'on a. Et là, du coup, on peut arriver à quelque chose qui est plus objectif, quoi. Tu vois, genre là, c'est plus mon expérience personnelle sur, par exemple, l'existence du monstre du Loch Ness. Je pourrais faire appliquer la méthode bayésienne et ma croyance à partir de mon vécu personnel, mais aussi je peux décider, ok, si je prends toute la littérature scientifique sur la question, tout ce qui a été écrit dessus, tout ce qui est écrit sur pourquoi on peut se tromper sur les illusions d'optique, etc. Ben là, ok, on peut aussi appliquer la méthode bayésienne, il n'y a pas de souci, avec toutes ces données-là. Et là, du coup, on s'approche d'un truc objectif. Donc en fait, l'approche bayésienne, elle peut aussi se faire à une échelle collective. Et là, du coup, on est plus sur un truc objectif. Alors moi, je dirais, il y a une façon d'écrire la formule qui est juste une multiplication, en fait. C'est juste la multiplication de deux termes. C'est mon rapport de croyance a priori. Je crois 3 fois plus à l'hypothèse A qu'à l'hypothèse B. Ça, c'est le premier terme. Et je le multiplie par la puissance de la preuve, le rapport de vraisemblance. Il serait 6 fois plus vraisemblable qu'on ait ce résultat-là dans l'hypothèse A que dans l'hypothèse B. La formule de Bayes, elle dit juste, t'en perds pas, tu multiplies les deux. Voilà. C'est quand même simple comme formule. C'est pas la formule la plus compliquée du monde, c'est juste une multiplication, en fait. La première, ce rapport de croyance-là, c'est quelque chose de entièrement subjectif. C'est moi, selon ma vie, mon vécu, ma religion, comment j'ai été élevé, les livres que j'ai lus ou que j'ai pas lus. Moi, j'y crois 3 fois plus à A qu'à B. Mais ma sœur, elle a eu un parcours différent. Elle croit 10 fois plus à B qu'à A. Donc ça, c'est complètement subjectif. On est tous différents. Par contre, le rapport de vraisemblance, je pense que celui-là, il est plutôt objectif. C'est-à-dire que, objectivement, c'est 6 fois plus vraisemblable qu'on ait ce résultat-là dans l'hypothèse A que dans l'hypothèse B. Donc il faut que chacun on multiplie par 6. Donc on multiplie tous les deux par le même chiffre, un a priori de départ qui était différent. Donc en fait, la multiplication, il y a juste exactement une partie subjective multipliée par une partie objective. Et c'est vraiment très séparé dans la formule, le côté objectif et le côté subjectif, quoi. Je trouve ça assez inspirant. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment en conclure philosophiquement, mais je trouve ça étonnant. Et en fait, ça peut faire peur parce qu'on peut avoir l'impression, dit comme ça, qu'on ne va jamais arriver à se mettre d'accord si on a des croyances différentes à la base. En fait, je pense que c'est pas vrai, parce que si tous les deux on croit pas la même chose à la base, toi tu crois quelque chose à 1%, moi j'y crois à 50%, et en fait, comme tu dis, si à chaque fois on multiplie par le même nombre, on va jamais arriver à être d'accord. Si vraiment on est soumis aux mêmes éléments tous les deux, si on part pas du même a priori, mais que vraiment les éléments se répètent, au bout d'un moment, on va tous dériver du même côté. Exactement. Donc à terme, on finira du même avis, même si au départ on n'était pas du même avis. Exactement. Voilà. Donc en fait, si on est soumis à suffisamment d'informations, au bout d'un moment, on converge en fait vers la même valeur. Mais si on est soumis à beaucoup d'informations, il n'y a pas vraiment besoin ni de bayésianisme, ni de fréquentisme, ni de quoi que ce soit. Je pense qu'on sera vite tout le monde d'accord. L'important, c'est quand on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà, c'est raisonner en situation d'incertitude. C'est ça qui nous intéresse. Allez, on a une question ici. On en prendra une autre là ou après. Alors du coup, la question est en partie répondue, mais du coup, la pensée bayésienne étant plutôt un cheminement de la pensée, est-ce que du coup, le seuil de vraisemblance qu'on va attribuer à une information ne va-t-il pas dépendre plus du chemin qu'on a parcouru par rapport à notre a priori, notre point zéro de base, que l'endroit où on est réellement? Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais. Tu veux dire que j'ai dit que les vraisemblances, elles étaient plutôt objectives et les mêmes pour tout le monde? C'est vrai, t'as raison, c'est pas forcément le cas. Dans le cas où, par exemple, vu qu'on n'a pas le même a priori, toi et moi, j'ai été chercher des données, et je suis tombé sur ces données-là parce que c'est ce que je cherchais moi, en fonction de mon a priori, alors que toi, t'as été chercher d'autres données et t'as pas trouvé les mêmes. Et du coup, notre a priori,
il influe un petit peu sur notre capacité à trouver des nouvelles preuves. Et du coup, ça boucle et puis ça peut nous enfermer dans un système. T'as raison, c'est vrai, je sais pas quoi répondre. Ça doit être un problème qu'il faut arriver à résoudre. Comment faire pour ne pas se faire enfermer dans des boucles, des sortes de bulles d'informations où on se nourrit soi-même toujours des mêmes genres d'informations qui ne font que mettre en extrême nos curseurs qui étaient déjà extrêmes. Ah ouais, moi non, il n'y a pas vraiment de seuil. Après, il y a un seuil symbolique, dès que je passe 50%, je me dis, ouais d'accord, j'y croyais à 30%, ça veut dire que j'y croyais pas trop. Maintenant, j'y crois à 70%, ça veut dire que j'y crois plus tôt. Voilà, symboliquement, 50, ça me paraît un bon seuil. Voilà. Mais après, honnêtement, tout ce qui est entre 1% et 99%, pour moi, c'est pareil. Ça veut dire, je sais pas trop, en fait. J'hésite. Voilà. Les trucs, quand je dis que je suis sûr, c'est vraiment que je suis très très bas, avec un nombre de zéros vraiment colossal, ou très très haut, proche de 100. On a une question ici. Oui, merci pour ces communications très intéressantes. Moi, j'avais une question sur l'aspect du changement de pratique scientifique avec les statistiques bayésiennes, parce que d'après l'expérience que j'ai eue, donc même si j'avais pas d'avis forcément au départ, et je trouve les quelques cas que j'ai vus m'indiquent que ce serait pas forcément un changement radical, en tout cas en psychologie, où j'ai pu voir appliquer ces statistiques bayésiennes. Alors, j'explique les cas. C'est-à-dire que, en général, quand on teste H0, donc on a effectivement un problème avec le test d'hypothèse classique. On se dit, bon, il y a un petit problème avec ça. Mais en fait, quand on applique maintenant dans les logiciels comme Jamovi ou d'autres, il y a les statistiques bayésiennes qui sont là. Et on peut faire la même chose. Et en fait, on trouve quasiment, tous les exemples que j'ai vus, on trouve les mêmes résultats. C'est-à-dire, puisqu'on compare H0 et H1, finalement, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Quand on rejette H0 avec le test classique, on trouve que H0 est plus probable avec les statistiques bayésiennes. Donc j'ai jamais vu de cas en fait où la conclusion était différente. Le seul cas où on utilise des fois les statistiques bayésiennes, c'est pour être sûr qu'H0 est plus vraisemblable que H1, parce que quand on regarde H0, on ne sait pas si c'est vraiment le cas. Mais donc, d'après l'expérience que j'ai vue, je ne suis pas sûr qu'on aura une révolution scientifique, mais bon, peut-être que je n'ai pas vu les bons exemples d'utilisation de statistiques bayésiennes, c'est possible. En fait, je pense que c'est pas possible ou peu probable en fait qu'il y ait vraiment des différences en fait entre les conclusions donc fréquentistes qu'on dirait qui s'opposent au bayésianisme et bayésiennes. En fait, ce qui change, c'est vraiment dans la manière d'aborder le problème, je trouve, et de donner les résultats. En fait, dans l'approche fréquentiste avec donc la p-value où on dit le résultat est significatif ou il ne l'est pas. En fait, c'est un peu c'est quelque chose d'assez binaire, quoi. En fait, on n'arrive pas en faisant juste ça, on ne dit pas à quel point l'hypothèse est plus probable qu'une autre. Et en fait, c'est plus, je pense pas que les résultats soient différents, mais c'est plus, je pense, dans la manière dont on va présenter les résultats qui peut changer. Parce qu'en fait, un problème qu'on a avec la p-value et le fréquentisme, c'est qu'on se dit si on dit qu'un résultat est valide si, par exemple, la p-value est en dessous de 5%. Donc ça veut dire qu'il y a 95% de chances que ce qu'on montre n'est pas dû au hasard. En fait, si on fait ça 100 fois, en fait, il y a 5 fois où, en gros, on va avoir le résultat contraire qui va apparaître. Et en fait, du coup, si on garde le cadre fréquentiste et on va dire la grand-mère fréquentiste, on va conclure que sur les 5 fois, que c'était significativement, l'hypothèse était rejetée significativement 5 fois, quoi. Et du coup, c'est un peu étrange de le présenter comme ça, alors que si on a plutôt une grammaire bayésienne, en fait, on va juste compiler les différentes probabilités bayésiennes qu'on a eues, et on n'aura pas genre 5 fois où on a des résultats un peu bizarres qui nous dérangent, et du coup 95 fois où c'est OK. En fait, juste tout va se mélanger et va nous donner une probabilité plus globale, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ouais, par exemple, tu me présentais des fois où on a fait des statistiques avec les deux méthodes et qu'on trouve les mêmes résultats. Mais en fait, pour être honnête, si la plupart des gens utilisent des seuils statistiques pour rejeter des hypothèses nulles, c'est pas parce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution, c'est juste parce qu'on peut pas faire autrement, en fait. Parce que pour utiliser la formule de Bayes, il faudrait arriver à avoir les vraisemblances dans les autres hypothèses. Et généralement, on les a pas. C'est déjà bien le dame quand on arrive à avoir la vraisemblance pour H0, qu'on choisit judicieusement, parce que elle est choisie justement parce que c'est celle où on peut avoir une vraisemblance. Généralement, c'est juste le hasard. Et du coup, on compare à rien, donc on peut pas utiliser la méthode bayésienne. Généralement, il faudrait prendre l'a priori. Il faudrait prendre en compte l'a priori. Moi, je sais pas, quel est mon a priori sur l'influence des OGM sur mes rats, ça dépend du chercheur, quoi.
Et donc prendre en compte l'a priori de qui? Du chercheur, du lecteur, du ministre. Donc en vrai, on utilise les méthodes avec rejet d'hypothèse par p-value, parce qu'on ne peut pas faire autre chose en fait. À la limite, on peut s'en sortir en disant, bon bah alors comme a priori, je vais prendre un a priori qu'on va dire non informatif. Non informatif, ça veut dire, bon je sais pas, on va dire, allez, toutes les hypothèses pareilles, j'ai pas de préférence en particulier, je les mets tous au même niveau. Bah évidemment, alors si on fait ça, bah du coup oui, on retrouve les mêmes résultats que pour le fréquentisme. Mais t'as pas pris en compte ton a priori. Et c'est justement une des philosophies et de l'apport du bayésianisme à la pensée critique en particulier, c'est prenez en compte votre a priori, bordel. Et si vous mettez un a priori non informatif, c'est un peu triché, non? On a une autre question ici, juste devant moi. On vous écoute. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question un chouïa plus piquante. Chaque fois que vous parlez, enfin chaque fois qu'on entend parler des méthodes bayésiennes, etc., il en sort souvent une certaine modestie à avoir par rapport aux a priori qu'on peut avoir, ceux que les autres personnes peuvent avoir. Et dans le milieu de l'esprit critique en France et de la zététique, on commence à observer de plus en plus des tensions, dirons-nous, en termes des différents acteurs qu'il peut y avoir par rapport à cette modestie à avoir dans la méthode d'approche, des questions, etc. Comment vous arrivez à distiller cette façon de rester un peu modeste, humble et peut-être un poil moins agressif dans les rapports par rapport à ce qu'on peut observer comme tension en ce moment dans le monde zététique? Pour avoir essayé, je n'y arrive pas. Aucune piste de recherche, dit-il. Ouais. En fait, je pense que si tout le monde était bayésien, ce serait plus simple. Ça, c'est dit. La question, c'est comment ça se passe quand on est quelques-uns bayésiens et comme tu dis, on est confronté à des problématiques, on va dire, ou des tensions. Et qu'en fait, je sais pas, on n'a pas trop envie d'être peut-être bienveillant avec la personne en face, ou on n'a pas trop envie de concéder qu'elle a un vécu différent qui justifie certaines positions. Là, je sais pas, un peu comme Christophe, je veux dire que j'ai pas vraiment de réponse à ça. J'ai l'impression que si on promouvait un tout petit peu plus ce raisonnement bayésien, alors on en a pas trop parlé, mais je trouve que c'est aussi hyper utile quand on dialogue en fait, le fait de dialoguer avec des termes probabilistes, des termes d'humilité épistémique, c'est-à-dire je pense que c'est probablement ça, tu vois, en utilisant ces termes-là. De ne rien affirmer, quoi. Voilà, de ne pas être péremptoire. En fait, ça fluidifie vachement les échanges, etc. Mais évidemment, si tout était comme ça serait plus simple. Comme je l'ai dit, c'est pas le cas. Du coup, comment on fait? Je sais pas. On essaie de promouvoir un peu ces positions-là, peut-être. J'ai pas mieux à te proposer. Il doit y avoir des incitatifs dans l'espace social qui poussent les gens à surévaluer le fait qu'ils sont sûrs d'eux. Parce que tu es plus écouté quand tu dis un truc et que tu le dis avec le poing sur la table comme si tu étais vraiment très sûr de toi. Ça attire plus les médias, ça attire les micros, ça attire l'attention à la table du repas de Noël. Donc il y a plein de pressions sociales qui nous poussent à surévaluer notre confiance dans les affirmations qu'on dit. Bien souvent, au fond de moi, je ne suis pas tout à fait sûr du truc, mais tout me pousse à surévaluer ma confiance face aux autres, juste dans l'expression de comment je vais le dire. Et tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen de désamorcer ces pressions sociales-là, je ne crois pas que ça s'arrangera, donc là, je n'ai pas de solution. Donc pareil, c'est très valorisé socialement aussi de ne pas changer d'avis. De rester droit dans ses bottes, de ne pas retourner sa veste. Ouais, au dernier mandat, moi déjà, je défendais cette hypothèse. C'est très d'actualité, oui. On a une question ici. Oui, bonjour. Je voulais savoir si le fait d'utiliser la méthode bayésienne avec la science, ça ne jette pas un peu plus de discrédit, de flou dans le public, puisqu'on va commencer à parler d'a priori, de vraisemblance, et je pense que déjà pour beaucoup de gens, la science, ils ne font pas trop attention, ils aiment bien avoir une étude où on dit oui ou non. Ah oui, ce flou serait bienvenu. Oui, je pense. Hein, ouais. Oui, j'aimerais un peu plus de flou. Mais pour le grand public, comment ça se passerait? Parce que la plupart des gens ne vont pas aller au fond de l'article ou de la science. Ils veulent. Nous, souvent, on aime bien qu'on nous dise oui, par exemple, l'exemple des OGM, ça fait ci, ou les OGM, ça ne fait pas ci, et on ne veut pas chercher plus loin. On veut quelque chose de simple. Ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer je sais pas, l'intelligence des gens. Et en fait, ça, c'est l'image qu'on donne de la science. Parce que, justement, les réponses qu'on donne, elles sont tout le temps binaires. Enfin, les gens attendent ça, parce que c'est ça qu'on propose. Mais si, en fait, on proposait autre chose, je pense que les gens ils pourraient comprendre que la science
bah, c'est plus compliqué, qu'il y a, comme tu dis, des a priori, des incertitudes. Et en fait, je pense que cette peur-là, au contraire, je pense que ça serait mieux en fait si les gens avaient une image de la science qui est plus proche de ce qu'elle est vraiment. Et au contraire, c'est plutôt une opportunité. Ouais, plus humaine, vous dites. Par exemple, je ne trouverais pas très sain que l'on cadre la science comme si tous les chercheurs étaient neutres, détachés, n'avaient pas d'a priori. Bien sûr que le chercheur il a un a priori. J'en veux pour preuve que des chercheurs ont découvert l'existence du boson de Higgs dans des accélérateurs à particules qui coûtent des milliards. Ils ont fait des milliards de collisions par seconde pendant des années. Ils ont une base de données qui est colossale. La p-value de leur résultat, elle est de combien? C'est à 7 sigma. Voilà. Est-ce que tu crois qu'ils ont débouché le champagne? Non. Ils étaient presque un peu déçus d'avoir pas trouvé autre chose, parce que ce truc-là, ils s'y attendaient. Ils étaient déjà presque sûrs tous que le boson de Higgs existait, parce que c'était prévu dans les systèmes qu'on utilisait déjà depuis les années 60, que tout le monde avait à peu près déjà acquis l'existence, même s'il n'y avait pas de preuves empiriques. Tout le monde s'attendait à le voir. Quand on l'a vu, bon bah ok, c'est cool, on l'a vu. Mais ce qu'ils attendaient, c'est voir s'ils n'en trouvent pas autre chose entre les lignes derrière. Ils étaient presque déçus. Voilà, 7 sigma, ils sont déçus. Ça veut dire qu'ils avaient un a priori. Bien sûr qu'ils étaient quasiment sûrs d'avoir ce résultat-là. Voilà. Et c'est pas comme s'ils avaient un a priori non informatif. Nous ne savons pas ce que nous allons découvrir. Bam, 7 sigma. Là, ça aurait été un tollé. Là, c'est un bain de champagne dans tout le laboratoire. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Une autre question. Merci pour toutes ces interventions. C'est génial de pouvoir creuser sur le bayésianisme tous ensemble. Moi, j'ai un problème parfois avec la question bayésienne à cause du contrefactuel. C'est-à-dire le manque de connaissance de notre non-connaissance. Monsieur Phi a fait un sondage très récemment qui explore un peu cette question épistémologique que je trouve géniale. Elle est extraordinaire. J'ai hâte de voir les résultats, ça a l'air vraiment super intéressant. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'on a un élément comme un élément de compensation qu'on pourrait mettre dans la formule de Bayes quelque part, comme une valeur qu'on pourrait introduire, qui vaut pour le contrefactuel, c'est-à-dire qui vaut pour toutes les informations qu'on n'a pas, et qui pourrait avoir une incidence sur justement notre niveau de crédence. Je pense notamment à ça d'un point de vue pratico-pratique, lorsqu'on fait face à des complotistes, lorsqu'on fait face à des personnes qui nous disent « mais Galilée, il avait raison contre tous ». Ils n'ont pas totalement tort, c'est-à-dire ils ont un point de vue qui consiste à dire c'est possible que le outlier, que la chose improbable soit vraie. C'est possible, c'est vrai. Et donc, comment est-ce qu'on introduit ça? Comment est-ce qu'on pourrait introduire ça dans la formule de Bayes pour rééquilibrer face à des personnes qui ont cette intuition épistémique qui consiste à dire, mais en fait, l'improbable est le plus probable, surtout dans les choses les plus énormes. Alors, tu parles de données contrefactuelles. Ça, je ne sais pas très bien à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je vois surtout qu'il faut prendre en compte les hypothèses qui peuvent être contrefactuelles, par exemple. Et effectivement, comparer ce qu'on observe avec les lois physiques qu'aujourd'hui, je pense être vraies, auxquelles j'ai une grande confiance, avec un univers fictif qui aurait des lois physiques différentes, par exemple, et regarder quels seraient les résultats attendus et en quoi ça ne correspond pas à ce que j'observe moi. Voilà. Si au lieu que les masses s'attirent en fonction du carré de la distance, mais qu'elles s'attiraient en fonction du cube de la distance, par exemple, eh ben, on n'observerait pas les mêmes choses quand on regarde les étoiles ou les atomes, quoi. Et comparé avec un univers tel qu'il aurait pu être, même si je ne crois pas qu'il est effectivement comme ça, juste envisager tout ce qui aurait pu exister et comparer les vraisemblances de tous ces univers fictifs-là, ça, c'est un truc que justement la pensée bayésienne peut apporter. Les hypothèses contrefactuelles. Alors après, tu parlais de données contrefactuelles. Du coup, des données que tu n'as pas, les envisager, ça me paraît difficile. Je peux que mettre dans la formule les données que j'ai, ou alors que j'invente, mais dans ce cas-là, ce serait un peu bizarre. Et du coup, voilà, j'ai pas trop de solutions. Ouais, tu veux dire comme un facteur de compensation pour... je saurais pas trop faire ça. Moi, je serais pas très chaud quand même de rajouter un terme dans une formule mathématique. Einstein, il a essayé de rajouter une constante, ça marchait pas trop. Allez, plus 12 pour que ça tombe juste. Mais je pense que ouais, tu mets le doigt sur un truc important, c'est qu'en fait, il faut prendre en compte ce qu'on sait pas. C'est vraiment hyper important. Et ce qu'on sait pas, en fait, c'est
c'est énorme, quoi, en fait. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et alors, rajouter un terme, ça pourrait être une solution, mais qui me semble un peu périlleuse. L'autre solution, c'est en fait, si tu t'entraînes en fait, à raisonner de manière bayésienne, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que en fait, tes paris ou tes jugements que tu fais, ils sont biaisés, ils sont faux, parce que en fait, les informations que tu as, elles sont restreintes, elles sont filtrées, etc. Il y a tout un tas d'informations que tu n'as pas. Et du coup, ça pose une grosse question. Et c'est là aussi où on pourrait dire que le scepticisme a un intérêt aussi dans le bayésianisme, parce qu'il rappelle ça, quoi. Le scepticisme et la démarche zététique, elle va rappeler toutes les raisons pour lesquelles on peut se tromper, toutes les raisons pour lesquelles les données que tu as, elles peuvent être fausses, elles peuvent être filtrées, elles peuvent être biaisées, etc. Et du coup, ça nous fait un rappel de se dire que, ok, j'ai des informations, il y en a d'autres qui existent que j'ai pas, qui sont peut-être meilleures et tout. Et du coup, ça force, je pense, à l'humilité. Vraiment, ça force vraiment à l'humilité sur nos connaissances. Et je pense que sans avoir à rajouter un terme, il faut s'entraîner à raisonner comme ça et à prendre l'habitude de faire cette mécanisme cognitive bayésienne pour, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es très, très humble et très prudent sur tes affirmations. Et bien voilà, on arrive au terme de cette conférence. Je pense qu'il n'y a plus de questions. J'ai plus vu de doigts se lever. Voilà, effectivement.